C'est parti. C'est parti, on a l'air d'être en live. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à les amigos, à Spring Books. Roger, c'est parti, le live est parti. Bienvenue à Spring Books 2021. Spring Books, c'est l'intitulé de nos vernissages saisonniers de parution pendant l'année. On a vécu aussi en ligne déjà Winter Books, je crois, et même déjà Autumn Books. Donc, c'est la troisième fois qu'on vernit en Facebook. On me fait un signe. Ça a l'air de fonctionner. Vernissage en ligne, donc aujourd'hui de 5 nouveaux livres. Je les montre déjà rapidement comme ça en pile. On voit déjà que les livres se disent des choses au niveau de leur format et de leur couleur. Et aussi, évidemment, ils ont en commun d'être des projets d'artistes suisses et internationaux. Et par contre, dans des formats très différents, vous allez découvrir ces différents formats au cours de conversations entre l'artiste du livre et quelqu'un qui aura été impliqué dans sa réalisation. Je vous présenterai à chaque fois qui présentera ces livres. Il y a 2 livres qui sont issus du programme de l'association Agrifiction, à savoir dans la collection de poche Chochlari, le livre de Boutaina Bouslama, et dans la collection Varia, le livre de Pavel Schmitt, Du champ d'effect, et du programme de AEF Publications, en collaboration avec des institutions soit musée, soit école d'art suisse, en collaboration avec le musée, le MCBA, le musée des Beaux-Arts de Lausanne, incorpore Anne Rocha, la première monographie consacrée au travail d'Anne Rocha, Kiki Kogelnik, Les cyborgs ne sont pas respectueuses, première monographie consacrée à l'artiste du pop art d'origine autrichienne, Kiki Kogelnik, une collaboration avec le musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, dans la collection qu'on anime ensemble, qui s'appelle Livre de fond, et une collaboration avec l'EDA, École de design et haute école d'art du Valais à Sierre, un travail de recherche initié par Lucia Oxeller et Alain Anti. Donc voilà rapidement le programme. Le premier épisode de ces entretiens tournera donc autour de Boutaina Bouslama et son livre Livre perdu, nouvelles chaussures, dans la collection poche Chochlari, et en conversation avec Boutaina, qui nous rejoint d'Istanbul. Il y aura à Marchici Julia Sorensen et ici Véronique Pittori, qui ont toutes les deux travaillé à l'édition de ce livre et auquel je passe la parole. Oui, bonjour. Alors, on est très heureuses, Julia et moi, aujourd'hui de présenter le livre qu'on a parrainé les deux ensemble, de Boutaina. Et je vais commencer par vous lire un petit portrait que j'ai fait de son auteur, Boutaina Bouslama. Donc, Boutaina, tu es née à Paris en 1982 de parents tunisiens. Et après les avoir suivis dans leurs diverses installations au Proche et au Moyen-Orient, notamment en Syrie et au Qatar, et en ayant déjà leurs livres et leur bibliothèque comme point d'ancrage dans ta vie, tu décides de devenir artiste et tu t'inscris aux Beaux-Arts de Monaco en 2004, où tu obtiens un premier diplôme en scénographie en 2007. Tu viens ensuite t'installer à Genève pour y suivre un nouveau cursus à la HED. Là, tu fais un master en art visuel suivi d'un postgrad entre 2007 et 2012. Et puis, au terme de cette double formation, survient une chose à laquelle tu ne t'attendais pas et auquel moi-même, par exemple, je n'aurais pas pensé non plus.
mais tu reçois un courrier de l'administration fédérale t'indiquant que tu as 90 jours pour quitter le territoire suisse, le statut d'artiste n'étant pas considéré comme un véritable travail qui autoriserait une personne de nationalité étrangère à résider en Suisse. Après t'être battu pendant 3 ans sans succès pour tenter de faire revoir cette décision, tu pars t'installer à Istanbul, où tu résides actuellement, toujours, alors que tu n'y connais personne et que tu ne parles pas le turc. Mais là, tu réalises courageusement un film qui s'intitule « À la recherche de l'homme à la caméra ». Et ce film a obtenu non seulement le Sesterce d'or à Vision du réel en 2019, mais également le prix de Soler l'année dernière, en 2020. Une forme de reconnaissance bienvenue, mais également une sorte de contradiction de la part de ce pays, la Suisse, dont tu dis que le départ forcé a constitué un véritable déchirement dans le cœur de la genevoise d'adoption que tu étais devenue. Et c'est voilà, une partie de ce destin que tu racontes dans ce livre. Alors, on va jeter un petit coup d'œil en fait au PDF du livre, comme ça les gens qui sont en direct avec nous pourront avoir un aperçu de l'intérieur de ce livre. Et ce livre, alors en fait, il découle du travail de master que tu as effectué à la Aide en 2009, alors que tu suivais l'atelier d'écriture de Hervé Laurent. Tu t'intéressais en particulier à la création de micro-éditions et aux livres d'artistes, et tu avais décidé, pour répondre à la demande de l'école qui imposait de rendre un master sous forme de mémoire écrit, de rédiger non un texte thématique ou théorique, mais d'écrire une sorte d'autofiction sous la forme de lettres s'adressant tour à tour à ta mère et à ton père. Tu avais intitulé ce mémoire « Histoire de famille » et il était illustré de scans de couvertures de livres issus de la bibliothèque familiale qui ont été les fondements de ta vie de bibliophile. Alors ces livres, en partie, on les retrouve en fait disséminés dans l'édition qui voit le jour aujourd'hui, dont vous apercevez déjà quelques couvertures. Figure toujours le recto et le verso des couvertures, et puis il y a des livres de tous les, des nombreux horizons qui constituent la vie de Bouteina. À l'époque, ce travail n'avait pas été publié, et c'est en croisant Stéphane Fretz, 10 ans plus tard, donc en 2019, un vernissage à Genève, puisque tu étais revenu pour un vernissage à ce moment-là, depuis Istanbul, que celui-ci t'a proposé d'éditer ce travail de master, et tu as répondu très rapidement positivement à son invitation de publier ces lettres dans leur intégralité. Quelques mois plus tard, tu revenais vers nous avec la proposition d'augmenter le corpus de plusieurs nouvelles lettres. Et ce sont donc aujourd'hui 18 lettres en tout qui sont éditées sous le titre « Livre perdu, nouvelles chaussures ». Ce livre ces lettres sont encore complétées d'une 19e lettre qui t'est adressée à toi et qui a été écrite par Hervé Laurent, donc le professeur qui dirigeait l'atelier d'écriture de la Aide. Et c'est une forme, en fait, une manière de boucler la boucle, en quelque sorte, de cette aventure, en fait. Alors, j'ai une première question à t'adresser. Malheureusement, Bouteina, tu n'as pas encore reçu tes livres parce qu'on a été très en retard pour les envoyer. On est désolé. Et puis, ils sont apparemment quelque part bloqués à la douane. Mais je voulais te demander, en fait, si d'éditer pourquoi tu avais répondu si rapidement, positivement à cette demande d'éditer ces textes 10 ans plus tard, alors que tu dis que tu as tellement changé, en fait, depuis cette époque-là, que tu es une autre personne maintenant, que tu te reconnais plus forcément dans ces textes. Mais est-ce que c'est une manière, en fait, de boucler aussi, justement de boucler une boucle et puis de terminer cet épisode Genevois, en quelque sorte, pour toi? Comment tu ressens ça, en fait? J'espère que ça ne va pas terminer. Non, terminé, mais celui-là, oui. Alors, il y a deux raisons. Enfin, il y a deux manières deux raisons pour dire oui. La première, c'est, je le dis d'ailleurs, si vous entendez, c'est mon chat qui...
pourquoi tu parles à quelqu'un d'autre que moi? D'ailleurs, l'introduction qui est la première, la lettre 0 qui est adressée à l'éditeur, il y a quelque chose que je dis très honnêtement, c'est que je fais tout pour rester en circulation dans la scène culturelle genevoise. Même si j'ai été donc forcée à partir, un travail, une carrière et un réseau, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut commencer quelque part ailleurs de zéro. Il y a des années de construction d'identité et de connaissances et de réseaux. Donc moi, j'allais pas jeter mon réseau genevois et je fais tout pour le cultiver. Et dès qu'il y a une proposition, je dis jamais non. Et même d'ailleurs, le vernissage en question, je fais un petit teasing, c'était un vernissage où je me disais, j'aurais peut-être dû dire non. Parce que l'expo, elle a remué chez moi des choses que idéologiquement, émotionnellement, que j'aurais peut-être pas aimé remuer. Et là, on a quand même l'artiste qui se pose la question, à quel prix est-ce qu'on doit toujours exposer, à quel prix est-ce qu'on doit rester relevant. Ça, c'est la première raison. Et ensuite, la deuxième, c'était, en effet, j'ai dit que je me retrouvais plus du tout dans ces textes et j'ai eu l'occasion rare dans la vie d'un artiste de faire un retake, une deuxième prise d'un travail. Donc au fait, ce que j'avais fait, c'est que j'ai relu les textes et j'ai sorti point par point les choses qui me semblent des choses qui nécessitaient une réponse 10 ans après. Parce qu'il y a 10 ans qui sont écoulés entre les deux textes. Au-delà du fait qu'en me relisant, en effet, je m'ai vu vieillir, j'ai vu les 10 ans passer, j'ai vu les préoccupations changer de manière dramatique entre la jeune étudiante que j'étais et la femme que je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement d'un point de vue artistique ni idéologique, hein, on parle aussi de la sécurité de la femme. Les premières lettres, j'adressais une lettre à ma mère en disant j'ai peur qu'aujourd'hui on régresse au niveau des droits de la femme, au niveau du droit à l'avortement. En 2019, je dis putain maman, j'ai peur de mourir. C'était aussi simple que ça. Je me trouvais sur un tournage et on se fait tuer en zone de conflit. Ou même là où je vis actuellement en tant que femme, il y a plus de féminicides qu'à Genève, quoi. Donc, voir l'évolution qu'une vie peut avoir, c'est pour ça que je dis aussi oui. Je dis bon, j'avais envie de répondre à ces anciens textes, et c'est rare qu'on a l'occasion de revoir sa copie 10 ans plus tard. Mais en fait, justement, dans ces textes, en même temps, on perçoit une forme d'urgence. Et ton style d'écriture est très, très frontal, il dégage une grande énergie. C'est d'ailleurs vraiment ce que j'ai énormément apprécié et ce que tous les gens qui l'ont lu maintenant disent qu'ils apprécient énormément. C'est vraiment la force de ta manière de dire les choses. Et déjà à l'époque, en fait, il y avait ça qui était très fort chez toi, mais maintenant, je pense qu'on le ressent encore plus de par justement la vie dans laquelle tu es actuellement, quoi, le cadre de vie. Parce qu'il faut dire que depuis la Turquie, tu as été plusieurs fois en Syrie, notamment pour la réalisation de ton film, mais aussi pour accompagner des journalistes que tu as servi d'interprète. Tu as été effectivement en zone de conflit pour faire des reportages. Donc, ce que je voulais vraiment relever, c'est le caractère très frontal de ton texte, la manière de parler qui ne s'embarrasse pas de périphrases, de précautions. Tu mélanges allègrement toutes les références culturelles. Tu peux très bien parler de Gilles Deleuze et puis 2 pages plus loin, ou le paragraphe d'après, citer Beyoncé. Et ça, on trouve que c'est juste incroyable. Il faut citer Beyoncé, c'est un truc vachement bien. Très bien, justement. Et vraiment, ça donne voilà, une manière dans ton discours d'être très direct et de ne pas t'embarrasser des choses. Est-ce que tu as ce sentiment-là par rapport à d'autres écrivains, par exemple? J'ai toujours dit que la manière la plus simple de dire les choses, c'est de les dire, en fait. Donc moi, je vais à la simplicité et c'est un style.
C'est un style, c'est en effet hyper simple et direct. Le fait aussi d'être polyglotte, au moment d'écrire, ça nous met dans des situations où on pense dans une langue et on écrit dans une autre langue. Donc d'un coup, on se trouve avec des formulations qui n'existent pas. Donc en fait, il faut simplifier. Ouais, justement, Julia, elle a une remarque, je crois, dans ce sens-là à faire, à propos des langues. Ouais, du coup, moi, j'ai relevé l'utilisation de tes mots en anglais ou justement le fait de sauter d'une langue à l'autre. Alors, des fois, ça donne des choses, comme tu dis, qui n'existent pas, mais il y a aussi pas mal de fois où tu les gardes telles quelles. Donc, il y a beaucoup de mots en anglais, des mots issus du milieu de la mode, donc des chaussures silver, une arrivée fashionably late, un outfit, et Tu as des néologismes intéressants. Ouais. puis mais aussi les titres de tes lettres, comme Old Books, New Shoes, To Veil or Not to Veil, Stairway to Heaven, Basket of Deplorables. Et ben, du coup, c'est une troisième langue qui est très très présente dans ton livre, et je me demandais pourquoi l'anglais aussi, pourquoi l'anglais est aussi présent dans ce livre-là. Parce que, en fait, déjà dans ma vie quotidienne, depuis que j'étais vraiment petite, depuis l'âge de 5 ans, on parlait 3 langues, le français, l'anglais et l'arabe. Mais dans ces cas particuliers, à chaque fois qu'il y avait un titre ou une phrase en anglais, il y avait derrière tout un gros bagage. Par exemple, Basket of Deplorables, c'était la phrase de Hillary Clinton en décrivant les supporters de Donald Trump. Et ça dit tout ce que ça dit sur des engagements politiques, idéologiques, à niveau d'éducation. Et moi, je parlais pas de supporters de Trump, mais je parlais aussi d'un groupe de personnes sur qui je porte le même jugement sur leur niveau idéologique, sur leur niveau d'éducation et ce qui amène à leur extrémisme. Et Stairway to Heaven, c'est la chanson. To Veil or Not to Veil, c'est To Be or Not to Be. Et c'est vrai que c'était un texte que j'avais écrit en 2008-2009 et je pense que c'était lié à Diams. Au voile de Diams, à toutes les questions qu'on se pose, parce que en tant que femme qui a aussi un héritage arabe, qui aime beaucoup la culture pop, qui a vécu la question du voile d'un autre point de vue aussi. Je dis pas personnellement, mais ma propre mère, elle s'est voilée. Et elle s'est voilée quand moi j'étais adolescente. Donc j'ai vécu avec elle, au fait, tous les questionnements qu'elle s'est posés, pourquoi elle le fait. Contrairement à ce qu'on aurait pensé, ma mère, elle a une opposition de la société pour qu'elle se voile. Donc elle a dû faire des choix et ça m'a marqué. J'avais 12 ans à l'époque quand même. Et donc, to be or not to be, et mettre vraiment cette décision de porter le voile et de porter ses convictions sur son apparence physique, c'était quelque chose sur lequel j'avais vraiment envie d'écrire et coller cette phrase de Shakespeare. Et dernière, par exemple, l'avant-dernière lettre, donc celle qui parle de Soler et qui s'appelle Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue. C'est ce qu'on dit pour le mariage, au fait. Et ça parle absolument pas de mariage, ce texte, mais il porte en lui toutes les émotions exacerbées qu'on peut vivre pendant un mariage. Tous les vœux qu'on peut faire pour quelqu'un pour toujours, ils étaient portés dans ce texte, mais pas pour une personne avec qui on se marie, mais pour plusieurs personnes, pour ses amis, pour les personnes qui ont été avec nous pendant des temps de crise ou pendant les 10 dernières années. L'amour qu'on peut porter à quelqu'un en se mariant avec, moi je le portais aux gens qui étaient avec moi à Solar ce jour-là quand je suis montée sur scène, et tous les gens qui sont battus avec moi, tous les gens qui ne m'ont pas oublié, tous les gens qui ont continué à m'aimer, parce que 10 ans plus tard, on se rend compte que, en fait, ce qui compte, c'est les gens. L'amour des gens, l'amour qu'on a pour sa maman, pour ses amis, l'amour que les autres, ils nous ont... C'est ça qui fait qu'on ne nous oublie pas. J'aurais pu partir et mon travail aurait pu disparaître. Mais l'amour que j'ai eu aussi, que j'ai eu pour Genève, c'était... pour moi, la demande en mariage que j'ai faite en fin de livre, en fait, pour tous ces gens-là et pour cette ville qui n'est plus la mienne,
mais à qui j'ai fait quand même des vœux de mariage. Donc, à chaque fois qu'il y a un titre, il y a une ribambelle de références culturelles qu'il y a derrière. Ça peut être de littérature et ça peut être aussi beaucoup de pop culture, en fait. Alors, Ouais, toutes mais les ça comédies romantiques qu'on a regardées avec Julia Roberts et tout ça, j'avais ces émotions-là chez moi en écrivant Something Old, Something New. Oui, bah, ouais, je crois que c'est un peu de ça qu'on parle, en fait, de ce saut entre des choses qui sont très légères et qui sont très lourdes, le mélange de références, des choses qui peuvent paraître futiles, et tu as ça aussi avec enfin, la manière que tu as de passer par l'ordinaire pour aborder un sujet plus grand. Je pense à un extrait d'une lettre où tu t'adresses à ta mère sur ton travail, où tu lui dis: «La différence, c'est que tu abordes le féminisme de manière frontale et nominative, alors que mon travail plastique parle toujours de la femme, de ses états, de ses manières de dire et de faire, en fin de compte, de ses positions par rapport au contenu de son quotidien, mais en partant toujours de petites anecdotes concernant des histoires de cœur, de chaussures, d'hommes et même de grossesse ou de divorce.» Et, et puis, ben, les chaussures, du coup, l'importance dans ce livre, enfin, dans ce livre et dans ton travail en général, elles sont à la fois super lourdes et super légères. Ça se résume bien dans la phrase où j'avais transféré mon rêve genevois dans la perte de ces chaussures, et quand je les ai retrouvées, c'était que des chaussures. Et le fait aussi qu'elles soient fétichisées, je ne sais pas si ça existe, je commence à en faire comme fétichisées dans une culture, considérées comme une insulte dans une autre. Est-ce que c'est une manière aussi de t'adresser, suivant à qui tu t'adresses, ces mêmes chaussures, elles prennent une autre... Est-ce que tu as envie de parler de tes chaussures? Oui, je Un pense vaste que je sujet. suis quelqu'un qui a trop envie de parler de ces choses. Ça se voit pas du tout. Je vais juste rebondir sur le premier point que, en fait, il faut du simple pour construire du compliqué. Et, il faut des choses qui font rire pour faire digérer quelque chose qui est assez dramatique, en fait. Moi, je pense à un humoriste français qui s'appelle Keyron, qui est fils de réfugiés politiques iraniens en France. Et il a fait un film qui s'appelle Nous trois ou jamais, qui parle du parcours de son papa en Iran, enfin, de la fuite de son père d'Iran. Et c'est vrai que c'est le genre de travail que moi j'aurais aimé être capable de faire, c'est de faire rire en parlant des choses que j'ai envie de. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ton livre, et ça, c'est aussi c'est génial à lire. En tout cas, on espère que cette parole, elle va circuler. On va faire une impression pour ça. Elle est belle. Enfin voilà, le livre, il est super réussi. Voilà, je le recommande. Avec la très belle couverture que Julia a dessinée à l'arrache comme ça, mais qui représente bien, voilà. C'est un bout de ta vie qu'elle a dedans, et, dans ce carton à chaussures. Et on est très content, voilà, de le diffuser, de le publier. Malheureusement, on doit passer à la prochaine, au prochain livre, ça passe trop vite. Ça passe trop vite, en effet. Merci Julia, merci Véronique, Boutaina. merci Boutaina pour cette petite entrée dans le travail. J'espère que ça donnera envie effectivement de lire tes textes, de lire tes lettres, de lire ce livre. J'ai le bonheur de passer la parole à Anne Rochat et Olivier Kayser pour le livre Anne Rochat Incorpore, qui est une monographie, première monographie consacrée au travail de vidéo, performance vidéo d'Anne Rochat. Peut-être juste dire que l'exposition a été prolongée. Donc, Anne Rochat est lauréate du prix culturel Manor 2020 du canton de Vaud, et ça a donné lieu évidemment à une exposition dans l'espace Focus, je crois qu'il s'appelle, du nouveau musée des Beaux-Arts de Lausanne. Cette expo est prolongée jusqu'à fin mai, je crois, et elle en est maintenant à sa troisième rotation de vidéos. Donc, c'est une immersion totale dans 8 ou 10 vidéos présentées sur les murs de l'espace Focus. Si vous ne l'avez pas encore vue, courez voir cette exposition. Et pour l'interroger, vous
salue tous de la part de Nicole Schweitzer, qui n'a pas pu nous rejoindre et qui est l'éditrice du livre, mais on a le bonheur d'avoir Olivier Kayser, qui est bien connu, historien de l'art, curateur, programmateur, éditeur, ancien directeur du Centre culturel suisse à Paris, qui a contribué, qui connaît très bien le travail d'Anne Rocha, qui a contribué aussi au livre dans un texte. Et donc, la conversation que je vous propose de suivre, c'est entre Anne Rocha et Olivier Kayser, à qui je passe la parole. Merci, merci à toute l'équipe de Art et Fiction pour cette rencontre substantielle, on l'espère. Alors, salut Anne, on voit que tu es ailleurs. Peut-être une petite introduction biographique, même si évidemment tu es aussi très connu et reconnu, en tout cas dans le canton de Vaud, en Suisse et bien ailleurs. Mais enfin, 2-3 petites choses pour récapituler. Donc, naissance en 1982, tu es originaire de la vallée de Joux, tu as été formé à l'ECAL, tu es basé à Berlin. Selon ce que tu mets sur ton site internet, tu vis et travailles on the road. Et je crois que cette idée de on the road, de toujours être un peu ailleurs que là où on pense que tu es, est importante. Tu as fait des séjours de recherche en Asie, en Amérique du Sud, plusieurs résidences, notamment à Buenos Aires, à Rome, à Varanasi. Tu as eu de nombreux prix en Suisse romande, aussi au niveau suisse, dont un Swiss Art Award. Et tu as montré ton travail dans de nombreuses expositions et des performances, évidemment, en Suisse et à l'international. On peut citer parmi les plus récentes le Red Brick Art Museum à Beijing en 2020, l'Arsenic, en tout cas 2 fois, en 2020 et en 2018, le Centre culturel suisse à Paris, où on a eu le plaisir de t'accueillir et de coproduire des pièces aussi plusieurs fois en 2012 et 2018, et à la Biennale de Shanghai et encore dans plein d'autres lieux. Tu enseignes à l'EDA à Sierre, où tu es responsable de l'unité performance. Et donc, on l'a dit, tu as été lauréate du prix Manor Vaud 2020, ce qui donne cette exposition au MCBA sous le commissariat de Nicole Schweitzer. Alors, ce catalogue, il est là, il est tout rouge. Il a 152 pages. On a une jaquette, je montre ça parce que une jaquette qui se détache, voilà, qui est toute rouge, et le livre à l'intérieur. C'est très bien fait. Les images sont pleines pages. Je ne sais pas si c'est prévu de montrer le PDF. Enfin, voilà, on voit des images comme ça qui jouent vraiment sur la pleine page. Voilà, il y a un PDF, c'est magnifique. Il y a 2 textes bilingues, donc français et anglais, l'un par ton frère jumeau, Jean Rocha, qui est historien, et l'autre que j'ai eu le plaisir de rédiger. L'iconographie, donc, c'est une suite d'images en pleine page, vraiment de la première à la dernière page du livre. Il faut souligner que, comme tu es une adepte sans condition de la performance, ton corps est à l'image dans toutes les images. Et puis, évidemment, le titre incorporé est lié à la fois au corps et à la quasi-intégralité de 10 ans de travail. Dans cette jaquette, justement, qu'on voit là, eh bien, il y a à l'intérieur, il y a les légendes, la biographie, le colophon. Et en fait, les légendes indiquent à quel point tu bouges. Tu as la bougeotte vraiment au niveau mondial, puisqu'on passe de ce que tu as réalisé à Lausanne, à Orbe, à Glarus, à Vevey, à Varanasi en Inde, à Rome, à Phnom Penh, dans la vallée de Joux, à Göteborg, à Qinghai Lake en Chine, au Salar de Uyuni en Bolivie, dans l'archipel du Svalbard, à Birmingham, à Berne, à Chongqing, de nouveau en Chine, et retour à Lausanne. Et tout ça étant qu'une sélection.
Donc, première question assez naturelle, pourquoi as-tu ce besoin de voyager, de te confronter sans cesse à des contextes très différents les uns les autres? Alors, la volonté des contextes différents, je crois que c'est une volonté de traverser des géographies, des territoires différents, que ça soit essentiellement en fait avec mon corps, d'être dans un rapport en fait physique à l'ailleurs et me confronter aussi à un rapport de l'inconfort et peut-être pour en fait un dépassement de moi-même, un dépassement d'une réalité que j'essaye en fait de sublimer à travers des actions contemplatives et en même temps où je pousse les limites du corps et du mental. On peut peut-être prendre quelques exemples. Le Salar de Uyuni, c'était une aventure assez incroyable. Le Salar de Uyuni, c'était déjà, j'y suis allée en fait lors d'un long voyage en fait en Amérique du Sud. Et dès que j'ai posé le pied en fait sur cette étendue de sel, qui est notamment la plus grande réserve de lithium au monde, donc il y avait déjà un enjeu politique, il y avait aussi l'idée de la marche, du ralentissement, en confrontation justement avec ce patrimoine en fait empli de lithium qui constitue toutes nos batteries électroniques. Donc, il y avait un peu cette espèce de rencontre entre un monde technologique qui me dépasse et entre une action qui est des plus simples et qui reste pour moi une des actions qui peut être aussi une action très simple et très libre, en fait, de mettre un pied devant l'autre. Voilà. Et après, il y avait aussi l'idée avec cette étendue en fait de sel, de faire ce projet durant la période de la mousson. Et on peut se rendre compte en fait dans les images que en fait c'était une ancienne mer, cet endroit, et en ayant en fait cette eau qui recouvre en fait cette plaine infinie, on a une impression assez onirique de marcher dans le ciel. Voilà. Tu pratiques la marche, tu pratiques aussi la natation. Alors, il y a plusieurs œuvres liées à l'eau, bien sûr. Tu as traversé le lac de Joux dans le sens de la longueur. Ça a donné lieu à une performance. Tu as aussi traversé le Yangtze. Tu peux nous en dire deux, trois mots? Traversée du Yangtze? La traversée du Yangtze, c'est un des plus grands fleuves qui traverse toute la Chine. Et en fait, il y avait un petit peu l'idée que je traverse en fait ce Yangtze avec un habit de travailleuse, avec un casque aussi bleu. Et c'était un peu l'idée de la travailleuse en fait qui part de la campagne et qui va en fait se rendre pour travailler en fait en ville avec un des actes aussi qui reste le plus simple, c'est la natation en fait. Voilà. Et puis peut-être troisième exemple, quand tu te retrouves seul face à un environnement à nouveau plutôt extrême dans l'archipel du Svalbard. Alors là, c'est encore en fait une transformation de l'eau. En fait, je me retrouve face à une étendue de glace, d'eau gelée, et j'essaye tant bien que mal avec mon corps d'être en fait dans ce territoire qui est très extrême de par le froid, de par aussi cette grandeur, et j'essaie toujours d'entrer en confrontation ou alors en union en fait avec des territoires qui me dépassent. Donc, dans l'exposition au Musée cantonal des Beaux-Arts, comme dans le livre, on se rend compte, et on se rend compte en fait, surtout en lisant les notices ou en lisant les légendes, qu'apparaît une mention qui est la suivante, de la série des vidéos-performances Doris Magico. Donc, on se rend compte qu'il y a cette espèce de double piste. Il y a apparemment des œuvres qui sont Anne Rocha et des œuvres qui sont Doris Magico. Alors, qui est Doris Magico? Alors, Doris Magico, c'est un personnage que j'ai créé, en fait, qui me suit depuis que j'ai 8 ans, qui était peut-être aussi une volonté de petite fille qui était déjà peut-être sensible à la question du multiple chez tout un chacune. Et voilà, j'ai créé ce personnage. Ce personnage était un peu un personnage qui me permettait de peut-être avoir accès à mes pudeurs, à mes excès, à ma folie, de manière plus libre
avec le nom avec mon identité d'Anne Rocha. Et après ce personnage, en fait, j'ai décidé de lui donner une vie, on va dire, artistique. Donc, ça a été l'idée, en fait, que Anne Rocha était plus dans un rapport de performance in vivo et Doris Magico, en fait, était un alter ego que je pouvais, en fait, utiliser à travers la vidéo performance. Donc, après, j'ai créé, durant 10 ans, toute une série de vidéos performances à travers le monde avec cet alter ego Doris Magico. En fait, le livre commence avec des pages dédiées aux premières performances de Doris Magico et se termine par les dernières performances de Doris Magico. Et dans l'exposition, puisqu'on passe toujours de l'un à l'autre, ces deux projections sont l'une à côté de l'autre. Il y a un petit peu quelque chose du cycle avec ces deux séries. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ? Alors, il y a toujours justement ce personnage de Doris Magico qui traverse le monde et qui est plutôt dans un rapport introspectif, qui est souvent seul devant sa caméra, qui déambule. Et petit à petit, ce personnage, il pose sa caméra quelque part et il se filme avec des actions qui sont oniriques, absurdes, poétiques, voire avec beaucoup d'humour. Et le personnage de Anne Rocha est plutôt en fait quelqu'un qui essaie plus d'être dans un rapport de présent, peut-être plus dans un rapport aussi de longue durée face à l'action, et peut-être encore plus dans un dépassement de soi-même de par l'endurance et la longueur des performances. Et l'idée de cette exposition, c'est vraiment de peut-être de pouvoir recréer à travers un lieu institutionnel mon territoire fictionnel ou mon territoire rêvé, subliminé. Et peut-être de pouvoir introduire le spectateur, la spectatrice dans ce monde, en fait, que je considère être aussi réel que ma vie de tous les jours, en fait. Il y a aussi une grande cohérence de présentation des œuvres entre l'exposition et le livre. Donc, dans l'exposition, le spectateur et les spectatrices pénètrent dans la salle et il y a 8 projections. C'est très sobre. Les 2 grands murs, il y en a 3 sur chaque mur et le mur un peu plus petit, il y en a 2. Et en fait, dans un pendant de simplicité et d'efficacité, eh bien, tu utilises cette reproduction pleine page pour le livre. Comment tu es arrivé à ces solutions en fait très très simples? Donc, il n'y a quasi pas de mise en scène ni de mise en page. C'est très direct, très sobre et on est dans l'œuvre. La question d'être dans l'œuvre, pour moi, c'est la même question que je me pose de la question de comment élaborer une exposition et quelle est la place du spectateur, de la spectatrice et comment on adresse en fait une œuvre à une personne. Et l'idée, c'était d'être dans un rapport qui est ultra physique en fait, où on enlève en fait tous ces filtres, on enlève cette question de je demande un effort à faire. En fait, j'essayais justement que chaque personne puisse entrer en fait dans l'œuvre et avoir presque un rapport qui peut être tantôt dérangeant, tantôt érotique, tantôt sensuel avec l'artiste, avec l'œuvre. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire aussi avec le livre en fait, d'être directement en fait dans la physicalité d'une image, dans un rapport ultra sensible. Dans le texte que j'ai eu le plaisir d'écrire, je propose une sorte de traversée de ton travail en 4 chapitres. Il y a Anne Rocha, Doris Magico, on en a parlé. Il y a le besoin d'ailleurs, on en a parlé. Il y a la performance et puis il y a le cadrage vidéo et la présence du corps à l'image. Pourquoi la performance est ton médium de prédilection ? Alors, la performance, je pense que c'est venu assez naturel d'une façon déjà que c'est un art qui est tout à fait qui est immatériel
qui reste éphémère et qui reste, en fait, on ne peut pas le figer. Et je crois que dans ma vie ou dans mes idées ou dans ma manière de faire, de concevoir les choses, je suis d'accord et après, je suis automatiquement pas d'accord. Donc en fait, dans cette espèce d'inconstance, en fait. Et je pense que dans la performance, on peut être constamment d'accord et pas d'accord dans un rapport d'inconstance aux choses. Voilà. Donc, c'est dans l'idée de ne pas figer. Merci. Alors, On c'est pas aurait envie de figé, mais on continuer. va devoir s'arrêter. Oui, désolé Olivier, désolé Anne, on aurait encore envie d'être plongé dans cette physicalité, dans cette fiction. J'étais évidemment aussi sensible au personnage fictif de Doris Magico. Puisque, oui, teasing, je viens de publier sous un autre nom un livre sous le nom de Philippe Linker, et je trouve aussi que les personnages fictifs donnent tellement de liberté à un travail qu'on peut faire. Merci beaucoup pour cette conversation donc, autour de Incorpore, Anne Rochat. Allez voir l'exposition jusqu'à fin mai si vous êtes dans le monde et que des transports vous amènent à Lausanne. Et puis, juste si j'ose, une micro-annonce, soyez attentifs autour du mois de septembre. Il y aura quelque chose d'Anne Rochat qui va apparaître probablement au bord du lac Léman. On aura ça, c'est du teasing, alors oui. Merci Olivier. On se réjouit d'en savoir plus et merci beaucoup pour cette conversation. On passe à un volume d'un bon format, d'un bon nombre de pages, d'un autre gabarit. Donc, je vais passer la parole à Alain Anti, donc, qui est en tête de la recherche à l'EDA à Sierre et qui a co-dirigé cet ouvrage avec l'artiste Lucia Hurtzeler. Ce travail autour du loup et de sa visibilité, invisibilité dans les vallées valaisannes a déjà donné lieu à des expositions, à des vidéos, à tout un matériel dont on trouve aussi trace évidemment dans ce livre. Et je passe donc la parole à Alain et Lucia. Et on passera aussi des images pendant la conversation. D'accord. Merci beaucoup Stéphane. Et merci à Réflexion à la fois de nous éditer et de nous recevoir. Je vais peut-être commencer par vous donner un petit peu le cadre de ce livre, un petit peu de quoi il est issu et qu'est-ce qu'il nous présente. Et puis peut-être qu'après je laisserai Lucia donner peut-être quelques indications un peu plus précises sur des contenus. Comme Stéphane l'a dit au départ, et c'est je pense ce qui différencie un petit peu ce livre des livres précédents dont on vient d'avoir un aperçu, c'est qu'effectivement, c'est un livre qui émane d'un projet de recherche qui a été conduit à l'intérieur d'une école d'art, avec tout ce que ça implique, en particulier des financements externes, le fait qu'il faut déposer un projet, il faut passer en expertise, puis à partir de là, on va pouvoir développer soit une réflexion, soit un travail plus exploratoire. Mais ce qui implique effectivement d'avoir un statut qui est peut-être un petit peu différent. Ce projet a été porté, le chef de projet c'est Lucia Hurtzeler, et Lucia Hurtzeler est une artiste, mais dans ce contexte particulier, elle est une artiste chercheuse. Et le fait d'accoler ce deuxième terme de chercheur implique plusieurs choses, et en particulier celui de travailler en équipe, parce que la recherche en tant que telle est une activité qui se fait en équipe, que ce soit une équipe restreinte, mais aussi la possibilité ou la perspective d'avoir des contacts multiples, que ce soit avec d'autres institutions ou éventuellement avec des intervenants ponctuels qui peuvent être invités parce qu'ils ont ou elles ont des compétences qui peuvent être utiles pour appréhender cette problématique. Donc c'est un livre qui se situe dans ce cadre tout à fait particulier qui est
celui de la recherche artistique. Alors, ne me demandez pas de définir ce qu'est la recherche artistique, parce que ça serait un très, très long débat, et je pense que c'est encore quelque chose qui est en discussion. Mais ce livre, d'une certaine manière, est le résultat et aussi le reflet de cette démarche qui implique effectivement la présence et l'activité intense d'un ou de plusieurs artistes dans l'équipe restreinte. Il y avait aussi d'autres artistes qui étaient impliqués, mais aussi des personnes qui sont issues d'autres domaines. Pour ma part, par exemple, je viens des lettres et de la philosophie, et aussi d'autres institutions et partenaires. Donc voilà un tout petit peu pour le cadre quand même qui donne une couleur, et aussi il va donner aussi une texture et une organisation, je pense, un peu particulière. Donc maintenant juste sur la thématique, donc effectivement c'est un livre qui porte sur le loup et qui est parti d'un constat relativement simple, c'est que à peu près tout le monde a une idée plus ou moins précise de ce qu'est un loup, d'où il vit, de comment il se comporte, de ce qu'il fait, alors quasiment personne ne l'a vu, ou personne n'a l'occasion de le voir ou d'avoir une expérience comme ça immédiate et directe. Donc, à partir de là, il nous semblait intéressant de voir un tout petit peu qu'est-ce qui nous permet à nous, progressivement, de nous forger cette impression, peut-être parfois aussi cette illusion de connaître un objet qui, en tant que tel, se caractérise par son extrême discrétion, voire sa presque totale invisibilité. Ce qui demandait de déplacer un petit peu le champ et de dire, comme on a peu accès à l'animal en tant que tel, automatiquement regardons du côté de ses représentations. Et là, il est intéressant d'établir, pas un parallèle, disons, mais de se rendre compte qu'un objet qui est extrêmement absent génère énormément, effectivement, de représentations et de représentations de type extrêmement diverses. Alors là, c'est une très longue histoire, hein, parce que le loup a fait parler depuis très longtemps et continue à faire parler beaucoup de lui. Et là, nous nous sommes contentés, dans le cadre de ce projet, de rester à la période contemporaine et de prendre aussi comme espace d'étude une aire géographique déterminée qui est celle du Valais, parce que c'est cette région de Suisse où le loup est réapparu pour la première fois dans les années 1940. Et donc, à partir de là, le mode de travail a consisté, dans un premier temps, à essayer de collecter le plus de données possible qui nous permettent peut-être de comprendre peu à peu comment se construit effectivement, ou comment s'est construit notre représentation actuelle du loup. Et donc, à partir de là, peut-être essayer d'interroger ce processus, essayer de comprendre quels sont les procédés ou les processus qui sont mis en place pour nous donner progressivement cette impression de connaître quelque chose que l'on ne voit pas ou que l'on ne rencontre pas la plupart du temps. Alors là, le champ est effectivement, à notre époque, extrêmement vaste parce que les données collectées couvrent des champs multiples, qui soient d'ordre scientifique, technique, mais aussi politique. Pensez aux réglementations, par exemple, qui sont mises en vigueur pour essayer pour gérer les écosystèmes ou essayer de trouver des modus vivendi, des cohabitations plus ou moins harmonieuses entre l'homme et l'animal. Il y a aussi tout le domaine de l'écologie qui réfléchit à qu'est-ce qui peut être mis en place justement pour faciliter cette cohabitation. Il y a bien entendu tout le secteur de la presse, parce que la presse relaie, ne se contente pas en fait de relayer ces connaissances qui sont mises en forme, mais peut-être aussi parfois elle les oriente, elle se fait aussi l'écho de comment les gens la reçoivent. Et on sait bien que le retour du loup est extrêmement problématique, ou en tout cas génère des débats qui sont très passionnés. Et Alain, je t'interromps juste là. On a vu passer effectivement les coupures de presse à l'image qui ont été compilées
par Lucia et une équipe aussi autour d'elle. J'avais peut-être envie, là, comme on a un temps limité, comme on a vu, peut-être maintenant interroger aussi, si tu permets, Lucia, pour savoir comment elle a travaillé. On arrive maintenant dans une section d'images, là, dans le PDF. Et peut-être qu'en regardant ça, on peut demander un peu à Lucia quelle a été sa méthodologie pour cette partie image et l'exposition qui a découlé aussi de cette enquête photographique. Oui, alors peut-être je peux juste brièvement dire aussi qu'est-ce qui est à la base en fait de tout ce projet avec Memo. Moi, je m'imaginais qu'il y avait des loups. En fait, je sais qu'il y a des loups en Valais quelque part qui vivent une vie. Et puis, je sais même des choses sur ces vies. Et puis, ça m'a intriguée que je ne les ai jamais vues avec mes propres yeux. Et je me demandais en fait comment ce savoir est produit, qu'on peut aussi lire dans les médias. Et j'ai commencé à collecter toutes les données, toutes les représentations, tous les enregistrements au service de la chasse, au musée de la nature. J'étais aussi au laboratoire de biologie et de conservation à Lausanne. Et puis, on a collecté aussi tous les données, tous les articles de presse sur les loups. Et puis, pendant cette recherche, j'ai trouvé qu'il y a, depuis le retour du loup en 1995, il y avait 8 animaux individuels qui étaient empaillés, qui se trouvaient en fait dans les musées et dans les collections en Valais. Alors après, j'ai un peu transformé cette recherche. En fait, j'ai collecté que les données en rapport avec ces vies loups. Et puis, j'avais cette obsession en fait de retracer cette vie de ces loups et de voir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut savoir. J'ai aussi eu différents entretiens avec des personnes qui ont eu à voir avec ces vies loups et l'enregistrement avec ces vies loups. Certains ont peut-être même vu un ou deux de ces loups, mais on n'est pas sûr. Et du service de la chasse, j'ai également reçu les données GPS des lieux de mort. Alors, avec Lucie Cheren, on est allé retrouver, avec toutes les données qu'on a collectées, on est allé retrouver en fait ces lieux de mort de ces vilous. Et sur place, en fait, on avait des paramètres, mais pas vraiment. Alors, c'est pas vraiment une documentation. On peut dire en fait que c'est des fictions. C'est cette image qu'on voit là, par exemple, de ce brouillard. On peut dire, avec toutes les données que j'ai eues, avec les données GPS des fois qui sont plus ou moins justes, ça dépend un peu de l'époque. C'est une fiction de l'endroit de mort de ça, c'est loup M16 dans le cadre des données réelles, on peut dire. C'est en fait un mélange d'une fiction et quelque chose de réel. Et alors, après, j'ai fait une installation à la ferme Asile en 2019 où j'ai fait des vitrines lumineuses qu'on voit là et qu'on entre. On voit d'abord les paysages. Alors, le milieu qui est net de l'image, c'est l'endroit de mort, mais on ne le sait pas vraiment quand on entre, on ne sait pas ce que c'est. Des cadrages un peu étranges, des paysages. Et puis derrière, si on peut continuer, on voit toujours le loup qui correspond à ce lieu de mort. Et puis ici, on voit en fait la position actuelle du loup où il se trouve maintenant sans changer quelque chose. Celui à gauche, il est par exemple dans le dépôt du musée de la nature. À droite, il est exposé dans le musée de la nature. Mais il y a aussi d'autres musées d'histoire. Il y a aussi le musée d'écologie à Colombire. Et puis, pour ce livre, le défi était de transformer ce matériel et puis aussi les documents qu'on a collectés, les articles de presse, en forme de livre, plus dans l'espace, mais dans ce livre. Et moi, je trouvais que c'était un défi extrêmement intéressant de ne pas faire un catalogue d'exposition pour une fois traditionnelle, conventionnelle, mais de trouver une toute autre manière, en fait, de mettre ça en livre. Et puis, j'étais très heureuse de pouvoir collaborer avec Karen Ichters pour cela, qui a pris le matériel, qui s'est d'une certaine manière un peu approprié ce matériel. Et puis, ensemble avec les autres, avec Stéphane et puis avec Alain,
Et Karen, on a eu plusieurs différents concepts, et puis Karen nous a fait différentes propositions qui m'ont souvent surpris. Et c'était intéressant, oui, comment on a pu le transformer. On le voit au début, il y a une partie rose, en fait, où elle a fait pour chaque loup un dossier. Et puis ces loups, en fait, il y a aussi en fait, on voit quel loup c'est. Au début du dossier, là, les fêtes générales M2. Et puis derrière, on peut voir, tout à la fin, on peut retrouver quel paysage et puis quel animal empaillé correspond à ces documents. Alors, on le voit aussi mort, celui qu'on voit après empaillé, qui a l'air très vivant. Et puis pour les textes, c'était intéressant aussi parce qu'on ne voulait pas faire que des textes sur l'exposition. Il y a ça aussi, mais il y a par exemple aussi un historien de la science, Christophe Hoffmann, qui a pris mon matériel et qui a écrit, lui, comment il considère ce matériel. Oui. Oui, Lucia, c'est vraiment intéressant de voir que Alain refusait comme ça un peu d'entrée de définir la recherche en art. Et là, on voit aussi qu'en publiant la recherche en art, on cherche aussi des formes nouvelles, puisqu'il y a un travail sur le matériel que tu as amené. Et merci de citer Karen Ichters, qui a effectivement amené des idées nouvelles par rapport aux photos et à la documentation que tu as amenée. Et comme si là aussi, la publication du travail de recherche donne encore lieu, et ça c'est un truc qui me passionne dans le travail que j'ai avec les écoles d'art, vraiment de réinventer aussi la publication du travail de recherche en art. Alain, je ne sais pas comment toi tu as vécu ça aussi, on en avait parlé un peu de temps en temps de cette question de publier le travail de recherche. Oui, effectivement, c'est une grande question qu'on se pose, nous, à l'intérieur des écoles. Et comment arrive à concilier ces deux dimensions-là? Parce que quand même, très souvent, quand on parle de recherche, on parle de quelque chose qui est assez scientifique, à la fois dans la démarche, mais dans la manière de la mettre en forme et de la communiquer. Mais nous, on est dans une recherche en art. Et comment prendre en compte cet autre aspect-là et faire en sorte qu'on trouve peut-être pour nous un équilibre ou des formes, en tous les cas, qui sont intéressantes pour une démarche artistique, mais qui peuvent aussi venir et apporter d'autres types d'éléments, que ce soit de réflexion ou simplement une modification de la perception dans le domaine de la recherche. Et là, c'est vrai que cette expérience était tout à fait passionnante. Et je salue aussi le travail qui a été mené avec Karen, qui a été extrêmement riche. Ouais, nous, en tout cas, le considérer le livre comme, en particulier avec un nom comme art et fiction, hein, qui la notion de le livre comme constitution d'un savoir n'est pas vraiment inclus dans notre nom, mais en même temps, ça a toujours été notre obsession, à quelque part. On a toujours voulu documenter sur la scène romande non seulement des expérimentations, mais aussi cette constitution d'un savoir compilé dans des livres. Et je suis vraiment, on a prévu court pour garder le rythme, et on s'aperçoit que c'est trop court, on n'a pas le temps vraiment d'approfondir évidemment, mais j'invite tout le monde à découvrir le travail de Lucia Hurzeler et Alain Anti dans ce beau gros volume consacré à 8 loups, exactement 8 loups qui ont été abattus et empaillés dans le canton du Valais. En fait, un a été écrasé. Précision. Un a été écrasé par un chasse-neige. Voilà. Et un a été écrasé, oui, alors évidemment, il y a des circonstances de mort qui sont décrites très précisément, puisqu'on a aussi les rapports d'autopsie et toute la documentation qui accompagne l'apparition et disparition de ces loups. Merci beaucoup Alain, merci Lucia. On continuera la conversation dans des endroits plus informels, peut-être une terrasse de bistrot prochainement. Ça, c'est une bonne idée. Et dans le genre constitution d'un savoir, ça me permet
de faire une, comment on appelle ça déjà, une transition qui peut paraître surprenante, puisque et c'est aussi un livre qui compile des photographies de Pavel Schmidt. Est-ce qu'elle constitue pour autant une constitution d'une nouvelle connaissance sur le monde, à savoir celle qui nous vient de la contemplation d'urinoirs hors service momentanément et dont les techniciens de surface ont de différentes manières annoncé le fait qu'ils sont inutilisables, 104 photographies collectées par Pavel Schmidt, qui me rejoint devant la caméra et que je présente rapidement. Pavel est un artiste qui est actif à Soleure. Il a été... on a parlé récemment du Röstigraben, et quant à savoir si ton travail avait plus d'écho de quel côté de la Sarine, c'est difficile à déterminer. Mais en tout cas, tu es actif à Soleure, tu as été enseignant, assistant à l'Université de Munich, aux Beaux-Arts de Munich pendant de longues années, et tu es sculpteur, éditeur, écrivain, compilateur, quoi d'autre encore, collectionneur évidemment. Peut-être parlons de la collection. Est-ce que la collection est pour toi un mode de pensée, un mode de travail, puisque là tu nous présentes, entre autres, je viendrai après aussi au fait qu'il y a des textes évidemment qui accompagnent cette collection de 104 photographies. Est-ce que ton travail est avant tout de collectionner? Pavel Schmidt. Bonsoir à tout le monde. Guten Abend, Erev Tov. Je vous remercie tous, je vous salue, je vous remercie de pouvoir être ici et de parler un petit peu. En allemand, il y a un très joli terme que je ne réussis pas vraiment à bien le traduire en français. Non, vieux précédent, avant qu'ils se soient mis à la culture. Donc, on les appelait en allemand Jäger und Sammler. Oui, les chasseurs-cueilleurs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. T'es un chasseur-cueilleur. Oui, et comme ça, on se déplace. Et ce qui maintenant, tu as commencé avec le Röstigraben. Oui. Et je me demande pourquoi pas il y a aussi Graben de saucisse à rôtir, Bratwurstgraben, zum Beispiel. Pourquoi la pomme de terre, qui n'est pas du tout un produit, disons, de culture européenne, ça provient d'Amérique, comme tout le monde le sait. Pourquoi on a implanté en Suisse justement le Röstigraben et pas, je ne sais pas quoi, Traubengraben, Wurstgraben. Alors, c'est vrai que la pomme de terre dans la culture suisse, en tout cas, si je pense à mon grand-père, elle est puissante. Effectivement, du côté suisse-allemand, peut-être. Mais on a le papé vaudois aussi, mais ça, c'est peut-être les Bernois qui nous l'ont imposé. Oui. Donc, tu vois. Donc, tu es un chasseur-cueilleur. Qu'est-ce que tu chasses? Qu'est-ce que tu cueilles? On est justement déjà au niveau, on se trouve déjà au niveau de collectionner. Ouais, donc, on collectionne n'importe quoi. On commence par des choses qui nous rencontrent tous les jours, des choses quotidiennes. De l'autre côté, il y a les choses précieuses, très précieuses même. Très précieuses, mais attends, mais on est monté à ton atelier la semaine passée, non, il y a 3 semaines, non, 1 mois, enfin bref. On est monté récemment à ton atelier, et c'est une caverne d'Ali Baba hallucinante, où il y a franchement peu de choses banales, c'est quand même des choses toutes particulières, peut-être qu'elles sont d'un niveau de préciosité, je ne sais pas, sur la matière différente, mais c'est que des choses exceptionnelles que tu collectes. Donc, je résume des cuvettes de toilettes, des nains de jardin, des sculptures en bois polychrome du 19e siècle de l'Allemagne, de la Bavière ou l'Allemagne du Sud, des éprouvettes, tout plein de choses qui proviennent de la pharmacie, de la plomberie,
Beaucoup de choses sont liées au métier quand même, aussi, et aux technologies artisanales peut-être, la céramique beaucoup. Comment tu définirais tout ça? Je ne sais pas vraiment. Ce sont des choses qui me prennent. Ça me prend quelque part. Je vois quelque chose et je ne sais pas à quoi ça servira. Et de temps en temps, il arrive que je cherche quelque chose pour faire n'importe quoi. Je trouve quelque chose que je ne voulais pas. Donc, je le prends. Après, ça traîne. Je le pose quelque part. Et après un certain moment, ça se trouve à côté, dans le voisinage, à côté de quelque chose où ça commence ça commence à entrer dans une relation, même une corrélation. Et un jour, ça devient peut-être un objet. Ça devient un objet, ça devient des œuvres aussi qui sont conçues pour l'extérieur. Tu fais pas mal de travail Oui. À Kunst am Bau, Kunst am Ort, où c'est des fois des grandes pièces aussi. Donc, c'est pas seulement des petites choses Oui. que tu assembles, c'est des fois des choses très grandes. Mais c'est toujours ce processus d'une lente maturation, d'une corrélation. Oui. Il y a là peut-être une petite chose à définir. Il y a le côté sculpture tridimensionnelle et il y a aussi le côté écriture, dessin, peinture. Bon, quand on commence avec les beaux-arts, on ne commence pas par des sculptures géantes, mais on commence, oui, avec le plus immédiat, l'accès le plus immédiat à soi-même ou à ça, ce qu'on voit, ce qu'on digère. C'est le dessin, ce qui est le plus direct. Donc, il y a d'un côté le dessin, je dis maintenant, le dimensionnel dessin, et il y a la sculpture. Est-ce que je suis en train de créer en dessinant ou en écrivant? Il y a un papier vide, après ça devient quelque chose. Par contre, le tridimensionnel, je ne prends pas un bout de bois ou un bloc de rocher et que je ne commence pas à sculpter, à en sortir quelque chose. Mais je me sers de matériel, des objets, des instruments qui sont déjà faits. Soit sériellement, soit comme des pièces uniques, soit ça sert à vraiment chaque jour à quelque chose, ou c'est juste une série fautive qui sera... Que tu récupères. Que je récupère parce qu'elle sera détruite ou bien jetée, recyclée. Oui, c'est le collage. Hein. Tu procèdes, c'est la technique du collage. Collage, juxtaposition. Ajouter quelque chose à quelque chose, mais pas comme dans la juste pièce et pièce. Ça doit donner une unité, ça doit donner quelque chose de nouveau. Donc, ce n'est pas seulement l'eau, que tout le monde connaît, ce n'est pas que de l'eau, et ce n'est pas qu'un bout d'os, mais ça donne un bouillon. C'est le bouillon qui m'intéresse. Un bouillon qui pas le 1 et 1, mais le 2 qui m'intéresse, ou la nouvelle dimension. Alors, on est en train de regarder les premières pages du livre. Là, c'est un essai introductif de Stéphane Banz, qui est vraiment un essai aussi important dans lequel il amène un nouveau débat. Enfin, il participe au débat sur l'attribution de Fontaine de Duchamp. C'est pas le bon fichier parce que là, il y a le truc orange. C'est pas celui-là qu'on cherchait. Là, il y a le vernis orange qui apparaît sur les photos. On va essayer de trouver le bon fichier. Donc, entrons maintenant dans ces urinoirs et parlons de ton choc visuel devant ces pissotières hors d'usage. C'était pas vraiment un choc. C'était à partir de Duchamp, c'était la naissance d'une amitié. Ouais. C'est devenu une relation intime.
ce sont des besoins quotidiens, mais plusieurs fois le jour. Mais là, tu parles de Duchamp ou des urinoirs? Duchamp est un besoin quotidien aussi. Des deux choses, parce que c'est devenu. Chaque rencontre avec un urinoir est devenue aussi une rencontre de Duchamp, grâce à son œuvre unique, La Fontaine, une pièce révélatrice dans l'histoire de l'art. Donc, après des années, je ne peux plus abstraire, consciemment, inconsciemment, le fait que Duchamp avait déclaré ça comme une pièce d'art ou non-art. Ce n'est pas la question. Oui, non, la question, c'est que cet objet existe et depuis son apparence, la discussion n'a pas arrêté. Et elle est reprise dans la... S'il s'agit de l'art ou s'il ne s'agit pas de l'art. Et le choc, moi je ne suis plus choqué par ça, mais le choc, je le remarque à chaque première rencontre. N'importe si c'est quelqu'un de plus âgé ou un jeune, ça commence à travailler. Là, tu parles de la première confrontation avec Fountain, quand même, avec cette conscience tout d'un coup qu'un urinoir a été déclaré art. Et tu parles aussi du fait que ça change quand même ta vision du monde, au point qu'à chaque fois que tu rentres dans un lieu public, tu y penses. Oui, directement, indirectement, oui. Et surtout, le jour où je me suis rendu compte très directement avec les toilettes défectueuses, les pissoirs, les urinoirs défectueux. Donc là, il y avait une panne, ou n'importe quoi. Après, il y avait quelqu'un qui a dû faire savoir ou faire remarquable qu'il ne faut pas s'en servir de ce truc. Et là a commencé une histoire qui est devenue proche. Parce que je voyais chaque fois un bricolage, une invention, une création inouïe. Donc, il y avait quelqu'un qui a dû faire un geste pour éviter l'utilisation de cet objet. Et là, il y a vraiment eu des surprises. Alors et là, en plus, Duchamp est entré en jeu. Ouais. Même si moi, je n'ai plus pensé à Duchamp en me soulageant, mais il y avait quelqu'un qui a travaillé sur cette idée de Duchamp et qui était en train quand même d'achever l'œuvre d'art de Duchamp. Tu considères ces interventions comme des achèvements de Duchamp, donc il y a du scotch, il y a du plastique, il y a des bandes, il y a la bande à masquer, il y a des mots, il y a des boîtes entières coincées dans le bassin. Il y a vraiment, effectivement, comme tu dis, une variété extraordinaire. Et ce qui fait tu fais de ces techniciens, j'imagine, de surface, qui ont créé est-ce que tu en fais des artistes, des para-artistes, comment tu les... Parce que des fois, c'est très beau. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils font consommer. Là, par exemple, si on voit ce scotch jaune par rapport au comment on appelle ça, ce bassin, ce réservoir d'eau bleu, c'est du Mondrian, là. Oui, ou la pop art, ce que tu veux. Ça peut être aussi John Waters, ça peut être Rasmayer, ce que tu veux. Un petit mot juste encore je suis désolé Pavel, comme pour tout le monde c'est trop court, j'aurais juste voulu arriver encore juste pour montrer un petit coup d'œil sur l'essai final, parce que tu accompagnes aussi ce travail d'un essai donc qui lui se situe à la fin du volume, qui est... Oui, c'est une symétrie un peu, d'abord le Stéphane Banks, grand expert de Duchamp, et de l'autre côté, à la fin, moi, qui décrit un peu l'approche
Et tu reviens aussi sur ton travail qui dure maintenant depuis de longues années sur l'urinoir de Duchamp, à travers aussi des dessins, des vidéos, des performances qui ont eu lieu sur les années. Merci beaucoup, Pavel. C'était évidemment trop court aussi. Donc, le livre s'appelle Duchamp d'Effect, 104 photographies au téléphone portable d'urinoir hors service. Ça, c'est ce qui est écrit sur en 4e de couverture. Un magnifique volume qui paraît ces jours et que je vous recommande d'offrir, d'acheter et de lire aussi, parce que bah, évidemment, c'est dans le blur du livre, j'ai mis c'est un recueil de blagues, et c'est vrai, c'est un recueil de blagues, mais c'est aussi un essai sur la culture et sur l'art, et sur la perception de l'art contemporain. Merci Pavel. Je passe la parole à nos derniers intervenants de la soirée, autour de Kiki Kogelnik. Les cyborgs ne sont pas respectueuses, qui était le titre aussi de l'exposition qui a eu lieu au musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, sous la direction de David Lemaire, qui publie aussi à la fois, qui édite le volume et qui publie un essai dans ce volume. Et pour discuter avec David, on a pensé à Christian Pellet, qui est directeur de collection aussi chez Fiction, qui nous rejoint devant la caméra. Et donc, Christian Pellet, David Lemaire, je vous laisse converser. Merci Stéphane. Bonsoir David. Bonsoir Christian, bonsoir Stéphane. Comment ça va David? Vous avez été patient, nous sommes les derniers effectivement, après parcouru des sujets aussi variés que les chaussures de Bouthéna, que le corps d'Androcha, que les urinoirs j'allais dire Pavel Duchamp. J'ai été patient, j'ai été captivé. Mais moi aussi, j'étais là au fond et voilà. Et je vous rejoins, je vous salue, David. Stéphane, tu as dit déjà un peu les circonstances dans lesquelles a paru ce livre décoiffant sur Kiki Kogelnik qui nous réunit ce soir. Je voudrais juste faire un tout petit préambule, un peu personnel, parce que l'univers de Kiki Kogelnik me renvoie au New York que j'ai un peu connu entre les années 1985 et 1990. J'y étais étudiant, même libraire débutant, archiviste inexpérimenté, mais surtout, je me suis remis là-bas à la peinture, sans du tout connaître alors les artistes peintres, femmes américaines qui allaient par la suite m'impressionner, me marquer. Je pense notamment à Alice Neal, la grande portraitiste héroïque qui était décédée l'année avant que j'arrive à New York. Je pense à Louise Bourgeois, que j'ai jamais eu la chance de croiser, mais que des d'amis fréquentaient. Je pense aussi à Georgia O'Keeffe qui, à cette époque-là, devenait presque centenaire avant de décéder dans son lointain Nouveau-Mexique au sud. Enfin bref, et Kiki Kogelnik dans tout ça, eh bien, elle aurait presque pu devenir à mes yeux une figure maternelle. Une figure maternelle puisque ma propre mère a émigré dans la même ville, à la même époque, presque au même âge que Kiki Kogelnik, et puis presque du même endroit, pas l'Autriche, mais l'Allemagne. Alors, je voulais vous dire, David Lemaire, un grand merci d'avoir ramené l'œuvre de cette improbable figure matriarcale jusqu'aux montagnes neuchâteloises. Et je me permets de commencer par une question personnelle.
comment en êtes-vous vous-même arrivé à croiser la trajectoire étonnante de Kiki Kogelnik? Alors, je vais peut-être un peu vous décevoir parce qu'en fait, je l'ai pas approché depuis New York. J'ai vraiment plutôt fait le chemin inverse. Il se trouve que quand on programme une série d'expositions au fil du temps dans un musée, on essaye aussi de penser la séquence comme une seule grande exposition. Et en fait, j'étais en train de travailler à l'exposition de Konrad Klapek, qui est ce peintre allemand qui a lui, plutôt amené le surréalisme en Allemagne, ou fait dialoguer le surréalisme en Allemagne. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que Klapek et Kiki Kogelnik étaient d'exacts contemporains. Ils étaient nés la même année à 10 jours d'écart. Et l'un en Allemagne, avec une vie traversée par la guerre de manière assez difficile, ce qui fait qu'il a senti le besoin de s'ancrer extraordinairement solidement à Düsseldorf. Et puis l'autre, en Autriche, avec aussi une vie frappée par le nazisme, mais tout à fait différemment. Il y avait plutôt des gens qui étaient nazis dans son entourage, et donc elle a voulu vraiment se détacher de ça, au contraire, et qui est partie à New York, et qui a dialogué avec le pop art, et qui a d'une certaine manière, et ça c'est un peu l'histoire a posteriori, mais qui a d'une certaine manière ramené une certaine idée du pop sur la scène germanique. Bien, voilà, merci pour ces précisions. Donc, une autre trajectoire, un autre artiste qui nous ramène à Kogelnik. Alors, les cyborgs ne sont pas respectueuses, c'est le titre de l'ouvrage. Et vous précisez qu'en 1985, l'historienne Donna Haraway sort cette notion de cyborg des champs de la science et de la fiction pour l'associer à des problématiques féministes, en déclarant que le cyborg est une créature qui vit dans un monde post-genre. Alors, vous soulignez aussi que les images médicales que Kiki Kogelnik crée à partir de 1966, et là, est-ce qu'on pourrait en avoir, parce qu'il y en a des très belles dans l'ouvrage, notamment, elle les crée notamment en utilisant des tampons encreurs provenant de catalogues de fournitures médicales. Ces robots qui apparaissent alors dans son travail neutralisent les questions de genre. Alors, au fond, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'on peut parler d'un pop art féministe teinté de science-fiction à l'âge de la conquête spatiale? C'est une jolie manière de résumer les choses. Ce qui est sûr, c'est que la réalité est toujours assez complexe et puis résiste au slogan. Kiki Kogelnik intervient sur la scène du pop avec une esthétique qui est empruntée au pop et à ses grands maîtres. Et puis, par contre, avec des thématiques extrêmement différentes. En fait, si vous commémorer les principaux artistes pop qui viennent à l'esprit, les Roy Lichtenstein, les Warhol, les Claes Oldenburg, etc., qui étaient tous des gens qu'elle fréquentait, en fait, on s'aperçoit que la question du corps est quasiment absente du pop art. C'est un art tourné vers des questions de consommation, on en a beaucoup parlé. Et en fait, Kiki Kogelnik n'a jamais revendiqué un engagement féministe polémique ou militant. Ça n'était pas une militante, mais c'était quelqu'un qui a fait du corps sa seule et unique préoccupation pendant toute sa carrière. Et donc, évidemment, elle l'a fait en étant femme, en travaillant à partir de son expérience d'artiste femme, et forcément que des thématiques féministes surgissent dans son travail. Après, pour la question du cyborg, j'essaye dans le texte, et on essaye tous, les différents auteurs, d'être prudents justement pour ne pas amalgamer les choses trop clairement. C'est vrai qu'on a fait un raccourci en empruntant la formule de Donna Haraway, que dans les années 60, Kiki Kogelnik ne pouvait pas l'avoir lu puisqu'elle a été formulée 20 ans plus tard. Mais Donna Haraway raconte l'expérience du cyborg comme d'abord quelque chose qui va à l'encontre de l'idée d'une naissance, et quelque chose qui est l'expérience d'une identité fragmentée.
Et c'est par là, en fait, que moi, j'ai accroché l'idée du cyborg chez Kogelnik. C'est parce que les premiers corps qu'elle se met à dépeindre sont vraiment des assemblages de fragments hétérogènes. Et dans ce sens-là, elle est vraiment proche de la pensée que développera plus tard Donna Haraway. Et ces tampons encreurs, ces tampons médicaux, en fait, qui servent à montrer là où est la tumeur, là où il faut opérer, en fait, génèrent des corps qui sont tous identiques, qui sont dépersonnalisés, mais qui sont en fait des assemblages de fragments, un peu dans une optique, on pourrait dire, de Frankenstein. Le corps est compris comme un assemblage, un entassement d'organes plus ou moins créatifs et plus ou moins explosifs. Excellent. Si on reste prudemment hein, dans le Women's Lib et qu'on arrive dans les années 1970, notamment avec les hangings de Kiki Kogelnik, ces figures de vinyle suspendues, on a également quelques images de ça. Ces formes humaines découpées dont vous dites, dans une petite note en bas de page, que les frères Cohen rapproche un peu plus de nous, il ferait allusion, certes de manière détournée, dans une scène de The Big Lebowski, qui se trouve être un de mes films préférés et qui est sorti l'année précédente, non, l'année suivant le décès de Kiki Kogelnik. Le héros voit en rêve, dans ce film, des personnages au fort accent allemand, habillés de combinaisons de vinyle rouge, qui le poursuivent avec des ciseaux gigantesques. Alors, est-ce qu'il faut avoir ce réflexe typique des psychanalystes et voir là des penchants castrateurs chez Kogelnik, ou est-ce que c'est simplement plutôt un souci d'une plasticienne qui a trait au découpage de la forme humaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense ni l'un ni l'autre. Vous avez raison de dire, je l'ai planqué cette hypothèse, parce que c'est une hypothèse que je formule, mais moi j'y crois très fort. J'en suis intimement convaincu. Mais comme c'est vraiment une hypothèse, je l'ai caché dans une note de bas de page. On avait pendant le montage de l'exposition une capture un photogramme du film des frères Cohen, et puis on était tous absolument convaincus. Bon, ça c'est une histoire. Après, sur la question de la castration, je pense qu'il faut simplement retourner la chose. Ce n'est pas tellement une posture de la part de Kiki Kogelnik, c'est plutôt une manière un peu moqueuse de se positionner vis-à-vis de tous ceux, enfin surtout ceux plus que ceux qui pourraient percevoir des postures féminines fortes comme menaçantes ou castrantes. Et je pense qu'elle retourne cette chose-là avec beaucoup d'humour en disant « Ah, mais puisque ça vous fait peur, regardez, prenez-en pour votre grade ». Et puis, voilà. Alors après, il ne faut pas non plus réduire son travail à quelque chose qui serait de l'ordre du découpage, de quelque chose de très joli. En fait, je pense que il y a dans la manière dont je perçois l'évolution des différents travaux de Kiki Kogelnik, il y a une logique implacable. C'est-à-dire qu'elle commence par additionner ces corps, ces morceaux de corps qui font cyborg, qui font quelque chose. Elle est à l'intérieur, et puis ensuite elle va à l'extérieur, tout simplement. Et la peau devient une sorte de chaussette vide. C'est parce que sur l'image qu'on voit à l'écran, là, on voit effectivement des silhouettes découpées dans des papiers, mais ensuite, elles sont vraiment aussi positionnées sur des cintres et repliées sur elles-mêmes. On a vraiment l'idée on pourrait dire d'un décharné. Hein. Vous savez, à la cathédrale de Milan, il y a cet écorché incroyable qui porte sa peau sur le coude. Et donc, en fait, c'est un effet chaussette. Elle retourne le corps, elle met le dehors dedans, et elle en fait quelque chose de tout à fait vide. Alors après, si on veut vraiment faire de la psychanalyse, si on veut vraiment accrocher les choses à la biographie, on peut aussi raconter qu'à ce moment-là, elle habitait dans les Garment Districts, donc dans ces quartiers où elle voyait défiler quotidiennement sans cesse tous ces portants à roulettes remplis d'habits.
Et donc, il y a à la fois l'idée, je pense, iconographique du portant à roulettes et de la peau comme habit, et puis l'expérience de la dépersonnalisation de quelqu'un qui arrive depuis sa petite ville autrichienne, qui arrive dans l'immense ville et qui fait aussi et qui voit l'expérience de l'individu broyé. Alors, on va explorer encore d'autres quartiers qu'elle a fréquentés et puis on va avancer un petit peu pour arriver aux années 80. Vous dites que dans ces années-là, l'artiste poursuit la thématique de la dépersonnalisation en introduisant le sujet du masque. Et puis, apparaît dans ces tableaux des insectes, des marteaux, des aiguilles, un tas d'objets saillants et agressifs. Kogelnik, en quelque sorte, devient un peu punk. Elle fréquente d'ailleurs à ce moment-là le CBGB, ce mythique club new-yorkais dédié aux musiques country, bluegrass, mais qui va vite virer new wave. Et je précise d'ailleurs que le CBGB n'est pas tout à fait situé à Soho, comme vous sembliez l'indiquer. East Village, je sais, je me suis fait corriger trop tard. Ah, voilà. Non, mais il a pas le texte en anglais pour qu'on me le corrige. C'est un détail, parce qu'on n'est pas loin du tout. On est dans le Bowery, un quartier qui est entre Chinatown et Little Italy, qui est tout près. Mais je dis ça, je soulève ça, pas parce que je suis quelqu'un de méticuleux, mais parce que Soho, à ce moment-là, avec le phénomène de la gentrification, ça ne correspond pas du tout à Kiki Kogelnik, ça ne correspond pas à la cyborg irrespectueuse. C'est un quartier qui devient huppé, touristique, alors qui devient plutôt BCBG que CBGB, si je puis me permettre. Mais tout ça pour amener une question, est-ce que Kiki Kogelnik, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, va rester irrespectueuse selon vous? Alors moi, j'en suis intimement persuadé. Effectivement, dans les années 80, elle amène cette idée du masque, mais c'est toujours un masque assez creux, on voit à travers les yeux, c'est quelque chose de vide, mais c'est pas rester sur cette page-là parce que c'est intéressant, c'est l'image qu'on voit. Ah non, la suivante, pardon, un peu plus bas. L'image qu'on voit à gauche. Non, au-dessus. Alors, bon, peu importe. Voilà, là, ce qu'on voit là maintenant. Il y a un petit décalage entre le temps. Peu importe. En fait, elle adopte une coupe punk elle-même et elle va, et ça c'est assez amusant, elle va commencer à utiliser sa silhouette très reconnaissable par ses cheveux ébouriffés. Elle va utiliser sa silhouette comme logo. Et dans ce sens-là, elle est vraiment aussi dans une sorte de programme punk de marchandisation de soi. Et ce visage punk, ce visage ébouriffé logo, va devenir quasiment l'unique obsession de son travail de plasticienne. Je dis plasticienne parce qu'elle va dépasser la peinture. Là, elle va aussi également faire de la sculpture. Alors, on avait peu de choses dans l'exposition, et elle va être irrespectueuse jusqu'à prendre des contre-pieds assez mordants, en fait. Il se trouve que dans les années 80, après 2 décennies de travail complètement négligé par le marché de l'art, tout à coup, les Viennois s'aperçoivent qu'ils ont une artiste importante à New York et puis ils se disent c'est vraiment super. Il faudrait qu'on la fasse revenir. Et là, il va se développer autour de Kiki Kogelnik un petit marché de l'art et qu'elle va alimenter avec des œuvres très étranges, avec des œuvres qu'elle fait mouler en verre de Murano, et donc qui sont aux confins du kitsch, mais qui sont vraiment, et ça j'en ai parlé avec son fils, qui m'a vraiment dit pour elle c'était des œuvres tongue-in-cheek, c'était vraiment un pied de nez, et c'est son visage simplifié en verre de Murano, où on reconnaît simplement les pics des cheveux comme facteur d'identification. Donc, il y a vraiment tout un moment où ce jeu sur la dépersonnalisation, sur l'anonymat est renversé,
Mais en fait, ces masques, c'est plus personne. Ça devient un logo un peu creux en verre transparent, ou comme sur les tableaux ici, qu'on peut suspendre à une corde à linge de manière assez mordante aussi. Donc oui, moi je suis intimement persuadé qu'elle reste irrespectueuse. Alors déjà, elle suit des modes New Wave à un moment de sa vie où elle a plus de 18 ans. Hein, là, c'est déjà une femme bien installée. Et donc, elle garde quand même un souci de l'actualité culturelle de son temps et de contre-culture. Et puis, au moment où un début de reconnaissance qu'elle a en vain cherché toute sa vie arrive, eh bien, elle choisit de l'alimenter avec des travaux qui seront vraiment, pour le coup, assez méchants, assez mordants, par leur séduction même. Et ce qui fait que, voilà, on va aussi, je pense, prochainement s'intéresser de plus en plus à ces travaux en verre, parce qu'il y a vraiment des renversements successifs qui se font. C'était une femme visiblement très intelligente. J'en suis persuadé, moi aussi. Stéphane, qui est revenu. Je suis revenu. Est-ce qu'on a encore un peu de temps ou est-ce qu'il faudrait plutôt conclure? On est obligé de conclure. On est obligé de conclure, ok. Je voulais conclure avec tout le monde. C'est pour ça que j'ai invité tout le monde à revenir. Ah, voilà. Et merci beaucoup, David Lemaire, pour Est-ce que je peux quand même, oui. Avant qu'on conclue, parce que ce livre, en effet, j'en ai dirigé la publication, j'ai écrit. Mais surtout, il y a un essai très, très stimulant de Gilles Gasparina sur justement cette conquête de l'espace dont j'ai éludé la question. Gilles Gasparina mène un programme de recherche à la Aide sur cette question et elle est vraiment passionnante. Il y a un essai de Marie Gage, qui est conservatrice adjointe ici au musée de la Chaux-de-Fonds et qui parle justement de la succession des différents corps dans le travail de Kiki Kogodnik. Et puis, il y a un texte de Sarah Petrella qui est plutôt une historienne de l'art spécialiste de la performance et de la vidéo et qui travaille sur des questions de corps de suspension. Eh bien, il se trouve que ça a aussi été brièvement une zone d'exploration pour Kiki Kogodnik. Dans la vidéo, après, ces corps sont tout le temps suspendus à des cintres ou à toutes sortes de trucs. Donc, c'est un livre qui est aussi le fait de trois autrices vraiment importantes. Et puis, c'est aussi pour merci de l'avoir précisé. Alors voilà. Oui, merci d'avoir précisé ces apports importants dans ce livre. J'ajoute aussi, en passant, puisque Roger Benegger est passé tout à l'heure, il y a aussi eu un travail au niveau de la technique de reproduction en 8 couleurs, ou 8, je crois, ou 7, ou enfin plus que 4 en tout cas, qui est en train d'être remarqué sur la scène de l'édition d'art et de monographie, et qui permet entre autres de rendre justice aux couleurs incroyables de Kiki Kogodnik. Merci David Lemaire, merci Christian Pellet pour cette conversation autour de Kiki Kogodnik. Les cyborgs ne sont pas respectueuses et elles seront donc restées irrespectueuses jusqu'au bout. Et ça, c'est évidemment un travail aussi David, tu me le rappelais, à continuer à découvrir, en tout cas au printemps de septembre de cette année, autour de Toulouse, pour une nouvelle exposition consacrée à son travail, une artiste qui est en train d'être redécouverte. Et redécouverte à laquelle tu as participé. Merci à tous. Je propose qu'on reste ensemble pour débriefer, mais qu'on quitte le live de Facebook qui a été suivi par quelques dizaines de personnes, qui ont l'air d'avoir apprécié parce qu'ils sont restés au bout du fil. Donc, merci à tous les participants du côté de Facebook. Et c'est donc la fin de ce Spring Books 2021 d'art et fiction. Et je remercie encore tous les participants. Et je vous invite pour Summer Books 2021 qui aura lieu en juin. Mais quelle date ? Le 18 juin même 2021. L'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin sera livresque. Merci à tous. Merci à toi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.